têtu comme un âne. C'est ce que disaient déjà les grands-mères de nos grands-mères. Depuis des siècles, cet animal est devenu, dans presque toutes les langues du monde, synonyme de bêtise et de lenteur d'esprit. On croit connaître l'âne, on le nourrit de carottes, on rit de son braiement, on le dessine dans les livres pour enfants comme un entêté qui reste planté sur place pendant que tous les autres courent. Bête, paresseux, têtu. Voilà 3 mots collés à cet animal depuis des millénaires. Et chacun d'eux est un mensonge. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est vraiment l'âne. Pas le personnage de fable, pas la caricature de dessin animé. Le véritable âne. Un être vivant capable de se souvenir de vous 25 ans après votre dernière rencontre, capable d'entendre un son à 5 km, capable de sombrer dans un chagrin si profond qu'il peut en tomber malade et en mourir. Un être capable de protéger seul un troupeau de moutons contre des prédateurs, de trouver de l'eau dans le désert là où aucun géologue n'en trouverait, et qui, pendant des millénaires, a été le moteur silencieux de la civilisation humaine, de l'Égypte antique à l'Éthiopie d'aujourd'hui. Restez jusqu'au bout. Au milieu de cette vidéo, quelque chose va bouleverser l'image que vous vous faites de cet animal, et il est fort possible que cela vous force à voir les choses les plus familières d'un œil totalement différent. C'est parti. Un cousin, pas une version ratée du cheval, commençons par le nom, âne domestique, en latin Equus asinus. C'est un cousin du cheval, du zèbre et du kiang, mais ce n'est pas un petit cheval, ni une version défectueuse d'une monture. C'est un animal entièrement différent, avec une histoire différente, un corps différent, un caractère différent et une destinée différente. L'âne descend de l'âne sauvage d'Afrique, Equus africanus, celui-là même qui parcourait les déserts rocailleux d'Afrique du Nord, les gorges brûlantes d'Éthiopie et d'Érythrée. Pas les prairies verdoyantes, pas les plaines douces, les pierres, le sable, la terre desséchée, là où l'eau est un luxe, où la nourriture est rare, et où un prédateur peut surgir à tout instant sans qu'il y ait où fuir. Autour, des falaises, des rochers, des kilomètres de vide. C'est essentiel à comprendre d'emblée. Le cheval s'est façonné dans les steppes ouvertes d'Eurasie. Sa stratégie, c'est la vitesse, sentir le danger, fuir. L'âne s'est façonné dans le désert, sur les rochers, sur d'étroits sentiers de montagne. Sa stratégie, s'arrêter et réfléchir. Un faux pas, et c'est la chute dans le précipice. Impossible de fuir, impossible de paniquer. Il faut évaluer la situation, prendre une décision, et seulement ensuite agir. Et voilà d'où vient son fameux entêtement. Ce que nous appelons têtu, c'est en réalité le fruit de millions d'années d'évolution qui ont appris à l'âne une règle unique. Ne fais pas ce dont tu n'es pas sûr. Un cheval se jettera en panique face à un sac plastique sur la route. Un âne le regardera, réfléchira, le reniflera, jugera qu'il est inoffensif et poursuivra tranquillement son chemin. Un cheval traversera un pont branlant en courant parce que le cavalier a talonné. Un âne s'arrêtera parce que le pont vacille et qu'il le sent. Il n'est ni obéissant ni désobéissant, il réfléchit. Un test de QI pour les ânes en 2019, une équipe de chercheurs espagnols menée par Francisco Javier Navas González de l'université de Cordoue a mené une vaste étude sur les capacités cognitives des ânes. Ils ont testé 300 ânes de race andalouse, 78 mâles et 222 femelles et mis au point un système de mesure de l'intelligence analogue au QI humain. Les capacités cognitives des animaux ont été classées en 3 catégories. La gestion du stress, les processus cognitifs et l'intelligence proprement dite. 13 paramètres cognitifs distincts ont été mesurés. 13, à titre de comparaison, la plupart des tests standards d'intelligence animale n'en mesurent que 3 ou 4. Les résultats se sont révélés stupéfiants. La variabilité des capacités cognitives chez les ânes s'est avérée comparable à celle de l'intelligence humaine, avec 40 à 50% de la variance expliquée par des facteurs génétiques. Les chercheurs ont intitulé leur étude « Dumb or Smart Ass, âne bête ou intelligent ». Un titre provocateur, mais une réponse sans ambiguïté, intelligent. L'étude a été publiée dans le Journal of Veterinary Behavior. Je l'avoue, la première fois que j'ai lu cette étude, j'ai dû vérifier plusieurs fois, cela semblait presque incroyable que quelqu'un ait sérieusement mis au point un test de QI pour âne. Mais c'est bien de la science véritable, des données réelles, publiées dans une revue à comité de lecture. Une architecture corporelle pensée pour la survie, parlons maintenant du corps. Un âne standard pèse en moyenne entre 180 et 225 kg, à peu près l'équivalent de 2 hommes adultes. Sa taille au garrot varie de 90 à 137 cm
soit moins que le cheval, dont la taille moyenne avoisine 160 cm. Mais il existe 3 catégories de gabarits, les ânes miniatures, les plus petits, les ânes standards, de taille moyenne, et les ânes mammouths, grands, comparables en taille à un cheval. Malgré sa taille modeste, l'âne est capable de porter 20 à 30% de son propre poids, et de le faire longtemps, en montagne, sur les pierres, hors des sentiers battus. Là où un cheval se briserait une patte, l'âne passe tranquillement sans même trébucher. À poids égal, l'âne est plus fort que le cheval. Sa musculature est plus compacte et plus dense, et ses globules rouges transportent l'oxygène plus efficacement, ce qui lui confère une endurance phénoménale. Le secret réside aussi dans ses sabots. Les sabots de l'âne sont construits d'une manière fondamentalement différente de ceux du cheval. Plus étroits, plus verticaux, avec une sole concave. Imaginez la différence entre une basket lisse et une chaussure de montagne à semelle crantée. Le cheval, c'est la basket, il glisse sur les pierres. L'âne, c'est la chaussure de montagne, il s'accroche à chaque aspérité. Ses sabots n'ont pas été conçus pour galoper en plaine, mais pour grimper sur les rochers, et ils sont remarquablement résistants, bien plus que ceux du cheval, qui sont plus fragiles et s'écaillent en cas de surcroissance. Les sabots de l'âne, eux, s'usent de manière uniforme, comme un pneu de qualité. L'âne a également une température corporelle plus basse que le cheval, entre 36,5 et 37,8 degrés Celsius, contre 37,2 à 38,5 degrés Celsius chez le cheval. Ce n'est pas un hasard, c'est une adaptation à la chaleur. L'âne peut faire varier sa température corporelle jusqu'à 6 degrés Celsius au cours d'une même journée. Chez l'humain, une telle amplitude signalerait une maladie grave. Chez l'âne, c'est un mécanisme parfaitement normal. Il accumule la chaleur pendant la journée, plutôt que de gaspiller de l'eau en transpirant et la restitue la nuit, quand le désert se refroidit. Les chercheurs ont découvert que, sous la peau de l'âne, se trouve une couche spéciale de graisse sous-cutanée qui agit comme un isolant thermique, le protégeant à la fois de la surchauffe diurne et du refroidissement nocturne, quand la température du désert peut chuter de 20 à 30 degrés. Son pelage, en outre, réfléchit les rayons du soleil au lieu de les absorber, une ingénierie brillante, perfectionnée par des millions d'années d'évolution. Les oreilles, un radar et un climatiseur intégrés. Les oreilles de l'âne sont sans doute la première chose qui saute aux yeux. Longues, mobiles, disproportionnées en apparence. On en rit, on les caricature, l'oreille d'âne est devenue synonyme de bêtise dans des dizaines de langues. Le roi Midas s'est vu affublé d'oreilles d'âne en punition de son mauvais goût. Mais s'il avait su à quel point cet instrument est ingénieux, il en aurait été fier. Les oreilles de l'âne remplissent 2 fonctions à la fois, un radar et un climatiseur. Commençons par le climatiseur. Sous la peau fine des oreilles se trouve un dense réseau de capillaires, de minuscules vaisseaux sanguins. Quand l'âne a chaud, le sang afflue vers ses oreilles dans un processus appelé vasodilatation. Le sang chaud traverse la peau fine, cède sa chaleur à l'air ambiant, puis retourne dans le corps refroidi. Plus les oreilles sont grandes, plus la surface d'échange thermique est importante. C'est exactement le même principe qu'un radiateur, l'âne l'a simplement inventé des millions d'années avant les ingénieurs. Le même mécanisme est utilisé par le fennec, ce petit renard du désert aux immenses oreilles, par le lièvre américain et par l'éléphant d'Afrique. De grandes oreilles sous un climat chaud, ce n'est pas un ornement, c'est un système de survie, c'est pourquoi l'éléphant d'Asie, qui vit sous un climat plus frais et plus humide, a des oreilles plus petites que son cousin africain de la savane brûlante. Même logique, l'âne a des oreilles plus longues que le cheval parce qu'il a évolué dans le désert, tandis que le cheval a évolué dans les steppes tempérées. Passons maintenant au radar. Chaque oreille de l'âne peut pivoter indépendamment de l'autre sur 180 degrés. Imaginez 2 micros paraboliques se déplaçant chacun de leur côté, captant les sons venus de directions différentes. L'âne peut ainsi écouter avec une oreille ce qui se passe devant lui et avec l'autre ce qui se passe derrière, tout en restant parfaitement immobile, sans bouger la tête, sans se retourner, simplement debout, à l'écoute du monde. Ses oreilles captent des sons de basse fréquence inaccessibles à l'oreille humaine, ce qui signifie qu'il entend un prédateur s'approcher bien avant qu'il n'apparaisse à l'horizon. Il entend les pas, le froissement, le souffle.
Dans de bonnes conditions, espace dégagé, nuit calme, l'âne peut capter un son à plusieurs kilomètres de distance. Cela en fait l'un des meilleurs systèmes d'alarme vivants du règne animal. 7 types de braiements, une voix unique, l'âne dispose de 7 types de vocalisations différentes. 7, pas un simple braiement, mais tout un système sonore, du grognement discret au cri perçant. Chaque son a sa propre signification, avertissement, salutation, appel, requête, alarme, excitation, irritation. Et chaque âne a une voix unique, comme une empreinte digitale. Les autres ânes le reconnaissent à sa voix, même à grande distance. Les ânons apprennent à braire progressivement, leurs premiers essais sonnent rauques et hésitants, comme la voix d'un adolescent en pleine mue. Le braiement adulte se forme avec le temps. Quand un âne braie, et c'est vraiment un braiement, pas un bêlement ni un hennissement, le volume peut atteindre entre 85 et 110 décibels. 110 décibels, c'est le niveau d'un klaxon de voiture ou d'un concert de rock au premier rang. À titre de comparaison, une conversation normale atteint 60 décibels, une machine à laver en fonctionnement environ 70. Le braiement de l'âne fait physiquement mal à l'oreille humaine si l'on se tient à proximité et il porte jusqu'à 5 km, soit environ 50 terrains de football alignés bout à bout. Voici ce qui m'a personnellement le plus surpris. En termes de fréquence, le braiement de l'âne se situe précisément dans la fourchette de 500 à 2000 Hz. La voix humaine masculine se situe entre 85 et 255 Hz. L'âne braie donc bien plus aigu, et ce n'est pas un hasard. La fourchette de 500 à 2000 Hz est optimale pour la propagation du son en espace ouvert. En dessous de 500 Hz, le son se disperse trop vite. Au-dessus de 2000 Hz, il est absorbé. L'âne braie exactement à la fréquence qui porte le plus loin, une précision évolutive poussée à la perfection. Dites-le franchement, saviez-vous que l'âne dispose de 7 types de signaux vocaux distincts et que chaque âne a une voix unique? Dites-moi en commentaire si cette information vous a surpris. Une mémoire d'éléphant, version âne. On dit avoir une mémoire d'éléphant. Peut-être devrait-on désormais dire une mémoire d'âne. Les ânes possèdent une mémoire à long terme exceptionnelle. Ils sont capables de reconnaître des lieux, des personnes et d'autres ânes qu'ils ont côtoyés il y a 25 ans. 25 ans, ce n'est pas une métaphore, ni une exagération, c'est une observation confirmée par de nombreux cas indépendants à travers le monde. 25 ans, c'est la moitié d'une vie humaine. Cela signifie que l'âne que vous nourrissiez à la main enfant vous reconnaîtra quand vous reviendrez le voir devenu adulte aux cheveux gris. Il vous reconnaîtra, s'approchera et posera peut-être son museau sur votre épaule. Au refuge Safe Haven for Donkeys, en Israël, qui accueille environ 200 ânes, le directeur Tim Watts a été témoin d'un épisode devenu légendaire parmi ceux qui travaillent avec ces animaux. Un ancien propriétaire est venu rendre visite à un âne qu'il n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Quand l'homme s'est approché de l'enclos, l'âne s'est mis à braire, puis s'est dirigé vers lui. Il n'a pas couru, les ânes courent rarement. Il a marché lentement, avec assurance, et a enfoui son museau dans les mains de l'homme. Tim Watts a décrit ce moment ainsi. Voir un âne reconnaître un être humain qu'il a aimé est quelque chose d'extraordinaire. Cette mémoire ne concerne pas uniquement la reconnaissance des visages. Les ânes se souviennent des itinéraires. Ils se rappellent des sentiers empruntés des années auparavant, se souviennent de l'emplacement d'un point d'eau, d'un éboulement dangereux, d'un endroit où poussait l'herbe. Leur mémoire spatiale fonctionne comme un GPS intégré, capable d'enregistrer des trajets pendant des décennies. Quand un âne se retrouve dans un lieu inconnu, il ne panique pas, il commence à explorer systématiquement le terrain. Il cherche de l'eau, cherche un abri, cherche un chemin sûr. Il teste différents itinéraires, les évalue. Ce n'est pas de l'instinct pur, c'est une stratégie de comportement consciente, fondée sur l'expérience et l'analyse. Les ânes savent aussi apprendre de nouvelles tâches, mais autrement que les chevaux. Un cheval, on peut le presser, il obéit. L'âne n'obéit pas de cette façon. Mais si vous lui expliquez une tâche par renforcement positif, récompense, caresse, friandise, il la mémorise pour toujours. Littéralement une seule session d'apprentissage, et la compétence se fixe pour des années. Il peut apprendre à ouvrir un portail, à frapper un loquet du sabot, à pousser un verrou du museau, à déplacer des objets, non pas parce qu'on l'a dressé pendant des années, mais parce qu'il a observé et compris. Mais il y a aussi un revers à la médaille. L'âne se souvient tout aussi bien du négatif.
S'il a été frappé, il s'en souviendra pour toujours. S'il a été effrayé, il s'en souviendra pour toujours. S'il a été maltraité, il s'en souviendra pour toujours. Et par la suite, il évitera la situation, la personne, le lieu, tout ce qui est lié à cette mauvaise expérience. Les vétérinaires le savent, si un âne a été soigné brutalement une fois, il peut devenir incontrôlable lors de la visite suivante. Non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il se souvient de la douleur et refuse qu'elle se reproduise. Ce n'est pas de la malice, c'est le même mécanisme d'autopréservation, perfectionné par des millénaires de survie dans le désert où une seule erreur pouvait coûter la vie. D'où cette capacité à tout mémoriser, le bon comme le mauvais, pour toujours. Honnêtement, quand je l'ai découvert, je suis resté longtemps à réfléchir. Nous traitons les ânes de bêtes et de têtus, alors qu'en réalité, ils ne sont simplement pas prêts à prendre un risque insensé. Ils se souviennent et ils décident. Ce n'est pas de la bêtise, c'est une intelligence prudente et calculée. Des liens d'amitié et un chagrin capable de tuer. C'est ici que commence quelque chose d'assez inattendu. Les ânes sont des êtres profondément sociaux. Ils ne se contentent pas de se tenir côte à côte dans un enclos, ils forment de véritables liens de couple. On pourrait presque parler d'inséparables, ces perroquets, ou de primates monogames. Mais les chercheurs du plus grand refuge pour ânes au monde, The Donkey Sanctuary, à Sidmouth au Royaume-Uni, ont démontré que les ânes font exactement la même chose. Le lien de couple chez les ânes repose sur le fait que deux ânes en particulier se choisissent mutuellement, non pas en raison d'une parenté, ni même du sexe. Simplement, deux ânes décident d'être ensemble. Ils paissent l'un à côté de l'autre, littéralement flanc contre flanc, se touchant souvent. Ils se tiennent ensemble, se touchent le museau, se grattent mutuellement le cou. Si l'on retire l'un des deux, l'autre s'agite, respiration lourde, coup de sabot au sol, tourne en rond dans l'enclos. Anna Breyer, responsable du bien-être animal à The Donkey Sanctuary, le décrit ainsi. Les ânes liés pèsent côte à côte et se touchent constamment le museau. Si vous en retirez un, l'autre le suivra. Si vous les séparez, ils commencent à respirer lourdement et à frapper du sabot. En 2013, une étude publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science l'a confirmé scientifiquement. Les chercheurs ont observé 55 ânes non apparentés, 38 mâles castrés et 15 femelles, répartis en 7 groupes différents. Ils ont réalisé un test de reconnaissance de compagnons dans un labyrinthe en Y. Les ânes choisissaient systématiquement leur ami précis, non pas le plus proche, ni le plus grand, leur compagnon unique et spécifique. Les résultats l'ont confirmé. Les ânes ne se contentent pas de reconnaître un partenaire, ils préfèrent activement rester en sa compagnie. Ce n'est pas un simple comportement grégaire, c'est de l'amitié. Le lien peut être un duo ou un groupe de 3 ou 4. Effet particulièrement intéressant, l'attachement peut être asymétrique, un âne fortement attaché à un autre, qui lui se montre plus détaché, exactement comme chez les humains. Et voici ce qui se passe quand ce lien est rompu. Quand le partenaire de couple d'un âne meurt, l'animal restant sombre dans le chagrin, vraiment, pas au sens figuré. L'âne cesse de manger, cesse de bouger, se referme sur lui-même. Il reste debout pendant des heures au même endroit, parfois celui où il a vu son ami pour la dernière fois, parfois près du portail par lequel son compagnon a été emmené. Il commence à émettre de longs cris bas et étirés, pas les braiements sonores habituels, mais d'autres, plats, plaintifs. Il peut cesser de prendre soin de lui, se coucher et ne plus se relever, perdre tout intérêt pour tout. La nourriture, les autres ânes, les promenades. Les chercheurs de The Donkey Sanctuary ont documenté des cas où ce deuil a duré des semaines, voire des mois. Ce n'est pas une exagération de bénévoles sensibles, ce sont des données d'observation recueillies par des spécialistes du comportement animal. Et voici le plus effrayant, le chagrin peut déclencher chez l'âne une véritable maladie physique, l'hyperlipémie. Lorsqu'un âne subit un stress intense, par exemple la perte d'un compagnon, il cesse de s'alimenter. Or, son organisme est construit de telle façon que, lors du jeûne, il commence à mobiliser en urgence ses réserves de graisse. Cette graisse est libérée en masse dans le sang que le foie ne parvient pas à traiter. Le sang s'épaissit littéralement de graisse et une défaillance multiviscérale s'installe. L'âne meurt de chagrin, littéralement, physiquement, cliniquement. Je me souviens qu'à ma première lecture, cela m'a semblé exagéré. Non, c'est un fait vétérinaire, un tableau clinique reconnu.
L'hyperlipémie déclenchée par le stress de la perte d'un compagnon est l'une des causes réelles de mortalité des ânes dans les refuges et les fermes. C'est pourquoi The Donkey Sanctuary applique une règle stricte. Quand l'un des deux ânes d'un couple meurt, son corps est laissé dans l'enclos. Oui, cela peut sembler dur, mais c'est nécessaire. L'âne survivant s'approche, reste près du corps, le renifle, lui fait ses adieux. Cela réduit le stress, cela lui donne la possibilité de comprendre ce qui s'est passé au lieu de tourner en rond dans l'incertitude sans savoir où son ami a disparu. Quand l'âne perd tout intérêt pour le corps et s'éloigne, cela signifie qu'il a accepté la perte. C'est seulement à ce moment-là que le corps est retiré et que l'on commence progressivement à présenter à l'âne un nouveau compagnon potentiel. Quand un âne du nom d'Ashley a dû subir une opération des yeux en janvier 2024, son compagnon de couple, Christian, l'a accompagné jusqu'à l'hôpital vétérinaire spécialisé, car les séparés les auraient exposés tous deux à un stress susceptible de dégénérer en maladie. Ashley et Christian étaient inséparables depuis plus de 6 ans. Ils paissaient ensemble, jouaient ensemble, dormaient ensemble. Pour eux, la séparation représente un risque médical, non un caprice émotionnel, un risque médical avéré. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est un protocole. Voici une question pour vous. Saviez-vous que les ânes tissent des liens si profonds qu'ils peuvent littéralement mourir de chagrin après la perte d'un ami? Dites-moi en commentaire si c'était une découverte pour vous. L'âne, gardien de troupeau passon, maintenant a un rôle que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Au Texas, en Australie, au Canada, dans toute l'Afrique, l'âne travaille comme gardien de troupeau. Pas un chien de garde, pas un berger, un âne. Un seul animal placé auprès d'un troupeau de moutons ou de chèvres et les prédateurs battent en retraite. Comment cela fonctionne-t-il? L'âne est un animal territorial, c'est une différence fondamentale avec le cheval. Un cheval, à la vue d'un prédateur, fuit. L'âne, non. L'âne se place entre le troupeau et la menace. Il ne protège pas les moutons par noblesse d'âme, il défend son territoire et les moutons en font partie. C'est son troupeau, sa famille. Quand l'âne perçoit un danger, et il le perçoit plus tôt que n'importe quel autre animal du troupeau, grâce à ses oreilles et à sa vue, il fait plusieurs choses. D'abord, il pousse un cri perçant, un signal d'alarme audible à des kilomètres. Ensuite, il se tourne face à la menace, puis il baisse la tête, comme un taureau avant la charge. Enfin, il attaque. Oui, l'âne attaque le prédateur, il frappe des sabots, chaque coup portant une force capable de briser des côtes ou une colonne vertébrale. Il mord, les mâchoires de l'âne sont plus puissantes que celles du cheval et sa morsure peut causer de graves blessures. Il poursuit, pas vite, mais sans relâche, chassant le prédateur de son territoire. Le ministère de l'Agriculture de l'Ontario, au Canada, a publié des recommandations officielles sur l'utilisation des ânes comme animaux de garde pour les troupeaux de moutons. Le département de l'agriculture du Texas confirme leur efficacité contre les coyotes, les renards et les lynx. De nombreux éleveurs texans préfèrent les ânes aux chiens en raison de leur faible coût d'entretien et de leur compatibilité avec d'autres méthodes de protection. Une université en Nouvelle-Angleterre a introduit un âne gardien dans son troupeau pédagogique et n'a plus perdu un seul animal depuis. Face à un résultat aussi probant, l'administration a fait venir un second âne. Les éleveurs expérimentés mettent en garde « N'essayez pas de retenir un âne en train d'attaquer et ne l'approchez pas immédiatement après une attaque, laissez-lui le temps de se calmer. L'âne en mode défense territoriale n'est plus l'animal câlin que l'on caresse derrière l'oreille, c'est un guerrier. Mais il y a des limites. L'âne se débrouille face à un prédateur solitaire, coyote, chien errant, renard, lynx. Face à une meute de loups, un ours ou un puma, il est impuissant. Un âne seul n'est pas une armée, mais dans les régions où la principale menace vient de prédateurs solitaires de taille moyenne, l'âne se révèle plus efficace qu'un chien de garde et moins coûteux. Il mange la même herbe que ses protégés, il est plus discret, il n'aboie pas la nuit comme un chien et pose moins de problèmes. Pas besoin de le dresser spécialement, son instinct territorial fait tout le travail. Cela m'a personnellement frappé. Un animal que l'on considère comme passif et impuissant est en réalité un guerrier, un gardien silencieux qui se tient entre le troupeau et la mort sans jamais céder. Une seule domestication, il y a 7000 ans parlons maintenant d'histoire. Car l'histoire de l'âne est, en réalité, notre propre histoire. Pendant longtemps, les scientifiques se sont opposés sur le lieu et la date de la domestication de l'âne.
La réponse est arrivée en 2022. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par Evelyn Todd de l'université Paul Sabatier de Toulouse, a séquencé les génomes de 238 ânes, 207 contemporains et 31 anciens. Résultat, un événement unique de domestication. Un seul, pas deux, pas trois. Survenu en Afrique de l'Est, probablement dans la région de la Corne de l'Afrique, il y a environ 7000 ans, soit vers 5000 avant notre ère. L'étude a été publiée dans la revue Science. Réfléchissez, 7000 ans. Le cheval, lui, a été domestiqué plus tard, il y a environ 5500 ans. L'âne est plus ancien. Il est devenu le compagnon de l'homme avant le cheval, avant le chameau, l'un des tout premiers parmi les animaux de trait. Que s'est-il passé ensuite? Les ânes domestiqués se sont dirigés vers le nord et l'ouest, vers l'Égypte, vers le Soudan. Il y a 5000 ans, la domestication battait son plein. Les premiers ânes étaient déjà échangés vers le nord et l'ouest. En 2500 ans à peine, les ânes se sont répandus dans toute l'Europe et l'Asie, formant des populations régionales génétiquement distinctes. Pourquoi les hommes avaient-ils besoin de l'âne? La réponse est simple et profonde. Quand le Sahara a commencé à s'assécher, ce qui s'est justement produit il y a 5000 à 7000 ans, les pasteurs d'Afrique du Nord ont dû se déplacer, mener leurs troupeaux, transporter de l'eau, porter des provisions. Et l'âne s'est révélé être la solution idéale. Il boit moins que le cheval, mange moins que le cheval, porte proportionnellement plus que le cheval par rapport à son poids. Il va là où le cheval ne peut pas aller et ne panique pas au milieu du désert, entouré de pierres et de rien d'autre. Il ne rumine pas comme la vache ou le chameau, ce qui signifie qu'il peut marcher sans s'arrêter, sans perdre des heures à digérer. Pour les nomades, c'était essentiel. L'âne a bâti les routes commerciales de l'Orient antique. Sans âne et sans mulet, la route de la soie aurait été tout simplement impossible. Un dieu vivant en Égypte antique. Dans l'Égypte antique, dès la 4 dynastie, vers 2600 avant notre ère, les Égyptiens riches possédaient des milliers d'ânes. Des milliers. Les ânes labouraient la terre, transportaient le grain, faisaient tourner les meules, acheminaient la pierre sur les chantiers. Ce sont eux, bien avant les chevaux, qui sont devenus le moteur ayant permis à la civilisation égyptienne de croître et de s'étendre. À Abydos, l'une des plus anciennes villes sacrées d'Égypte, des archéologues ont découvert la sépulture de 10 squelettes d'ânes vieux d'environ 5000 ans, dans un complexe funéraire d'un pharaon des débuts de la période dynastique. Les ânes étaient enterrés aux côtés du souverain, considérés comme précieux, comme faisant partie de son univers, destiné à l'accompagner dans l'au-delà. Des chercheurs de l'université Washington à Saint-Louis ont examiné ces squelettes et découvert que, par les proportions de leurs os, ces animaux occupaient une position intermédiaire entre l'âne sauvage et l'âne pleinement domestiqué. La domestication n'était pas encore achevée. Les hommes enterraient déjà aux côtés de leurs souverains des animaux qu'ils commençaient tout juste à apprivoiser. Tant ils étaient importants. Les Romains sont allés encore plus loin. Sur un site archéologique du nord-est de la France, une villa romaine datée entre 200 et 500 de notre ère, les archéologues ont mis au jour un centre d'élevage d'ânes. 9 génomes anciens issus de ce site ont montré que les Romains croisaient des ânes africains avec des ânes européens, créant des animaux gigantesques atteignant 155 cm au garrot, soit 25 cm de plus que la moyenne. C'est l'équivalent de la différence entre un homme de taille moyenne et un basketteur professionnel. Les Romains élevaient délibérément des super-ânes pour leur armée et leur commerce, une véritable ingénierie génétique, 2000 ans avant nos laboratoires, sans microscope, fondés sur la pure expérience et l'observation. L'âne, un animal qui a contribué à bâtir la civilisation. Pas le chien, pas le chat, pas le cheval. L'âne, premier moyen de transport, premier moteur de traction, premier camion. Il a permis aux hommes de traverser des paysages qu'ils n'auraient jamais pu franchir sans lui. Il a donné aux nomades la mobilité, aux paysans la force, aux marchands des routes, et nous l'avons remercié en faisant de son nom un synonyme de bêtise, en français, en anglais, en arabe, en espagnol. Sur chaque continent qu'il foule, son nom est devenu une insulte. 7000 ans de service loyal est pour toute reconnaissance l'un des mots les plus injurieux du dictionnaire. Arrêtez-vous un instant si vous avez déjà vu un âne bien réel à la campagne, dans un zoo, dans une ferme, en voyage, dites-le en commentaire. Racontez comment il vous est apparu, bête, adorable, têtu, ou peut-être davantage. La croix sur le dos,
Génétique et légende. La plupart des ânes portent sur le dos une bande sombre qui court le long de la colonne vertébrale, du garrot à la queue, ainsi qu'une autre, transversale, sur les épaules. Ensemble, elles forment une croix. Elle est particulièrement visible chez les ânes de couleur claire, gris ou fauve, et presque invisible chez les sujets sombres. D'un point de vue génétique, on parle de marque primitive. La raie dorsale et la raie d'épaule sont liées au gène de la robe d'Un, le même pelage sauvage originel que possédaient les ancêtres de tous les équidés. Des marques similaires se retrouvent chez le cheval de Przewalski, le kiang, le zèbre, sauf que chez ce dernier, elles sont beaucoup plus nombreuses. Les scientifiques pensent que ces marques ont autrefois servi au camouflage, brisant la silhouette de l'animal sur fond de désert rocailleux et le rendant moins visible aux yeux des prédateurs. Mais les légendes, bien sûr, racontent tout autre chose. Dans la tradition chrétienne, on raconte que la croix sur le dos de l'âne serait apparue lorsque l'animal a porté Jésus jusqu'à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Selon la légende, cet âne se serait ensuite rendu au Golgotha et se serait tenu de côté, détourné de l'insoutenable scène. L'ombre de la croix serait alors tombée sur son dos et y serait restée à jamais. Une autre version raconte que l'âne aurait demandé à Dieu la permission de porter la croix à la place de Jésus et qu'en récompense de sa fidélité, la croix serait restée gravée sur son dos pour l'éternité. Génétique et légende, science et foi. L'âne parvient à exister dans les deux mondes à la fois. Et ces deux récits, chacun à sa manière, disent la même chose. Cet animal mérite le respect. Le lait d'ânesse, un trésor rare, parlons maintenant du lait. Le lait d'ânesse est l'un des produits les plus singuliers et les plus onéreux au monde. Les anciens le savaient bien avant nous. Hippocrate, père de la médecine occidentale, décrivait déjà ses vertus curatives au XXe siècle avant notre ère, le recommandant contre la fièvre, les blessures et les maladies de peau. Pline l'Ancien, au 1er siècle de notre ère, l'évoquait comme un remède pour la santé de la peau, et Cléopâtre, selon la légende, se serait baignée dans du lait d'ânesse pour préserver sa beauté. Certaines sources affirment même qu'on entretenait 700 ânesses pour ses bains. Cette version est contestée. Aucun témoignage égyptien direct n'a été conservé. Mais les bains de lait étaient bel et bien connus dans le monde antique et le lait d'ânesse était prisé par les élites. Les historiens n'excluent pas qu'il y ait un fond de vérité dans la légende. Et voici pourquoi le lait d'ânesse contient effectivement de l'acide lactique, un exfoliant naturel de la famille des alpha-hydroxyacides, utilisé dans les peelings chimiques modernes, ainsi que des vitamines A, D, C et E, des protéines, des acides gras et de la lactoferrine, une substance aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. Des études dermatologiques italiennes ont confirmé sa bonne tolérance chez des patients atteints de dermatite atopique. Aujourd'hui, le lait d'ânesse revient à la mode, on l'utilise en cosmétique et dans certaines préparations infantiles. Sur le plan de sa composition, il est plus proche du lait maternel humain que du lait de vache, et son prix est vertigineux, car une ânesse ne produit qu'entre 1 et 1,5 litre de lait par jour, contre 20 à 30 litres pour une vache, un rapport de 1 à 20. Chaque litre de lait d'ânesse vaut presque son pesant d'or. Le fait que je vous avais promis, l'âne architecte du désert. Et voici maintenant ce fait que je vous avais promis en début de vidéo. En 2021, la revue Science, l'une des plus prestigieuses au monde, a publié un article qui a bouleversé la compréhension scientifique du rôle des ânes dans les écosystèmes. Erik Lundgren, écologue de terrain à l'université d'Aarhus au Danemark, et son équipe ont observé pendant 3 ans des ânes et des chevaux sauvages dans le désert de Sonora, au sud-ouest des États-Unis. Voici ce qu'ils ont découvert. Lorsque l'eau de surface s'assèche dans le désert, les ânes se mettent à creuser avec leurs sabots. Ils creusent des trous dans les lits asséchés de rivières, jusqu'à 2 mètres de profondeur, la taille d'un homme de grande stature. L'âne creuse littéralement des puits à hauteur d'homme, avec ses sabots, pour atteindre la nappe phréatique. Mais ce n'est pas tout. Ces puits se transforment en véritables oasis. Les chercheurs ont installé des pièges photographiques près des puits creusés par les ânes et ont enregistré la venue de 57 espèces différentes de vertébrés pour s'y abreuver. 57 espèces, cerfs, lynx, blaireaux, ours noirs, chouettes elfes, geais, rongeurs, crapauds, tout un jardin zoologique qui survit grâce aux trous creusés par un âne. Mieux encore, dans les puits abandonnés, les chercheurs ont découvert des pousses de saules et de peupliers germés, des arbres essentiels aux écosystèmes désertiques
dont les populations déclinent. Les puits d'âne ne sont pas seulement des points d'eau, ce sont aussi de véritables pépinières forestières. Lundgren et son équipe ont calculé qu'en période de sécheresse, les puits d'âne augmentaient la disponibilité en eau du territoire de plus de 300% et jusqu'à 1450% durant les périodes les plus chaudes. La distance entre les points d'eau diminuait de 65% et jusqu'à 99% dans les périodes les plus critiques. Les puits d'âne constituaient parfois la seule source d'eau à des kilomètres à la ronde. Michael Bogan, écologue aquatique à l'Université de l'Arizona, a fait remarquer qu'il était impressionnant que les chercheurs soient parvenus à quantifier précisément la quantité d'eau que les ânes ramènent réellement à la surface et la façon dont elle se répartit dans le paysage. Clive Jones, écologue à l'Institut Carey, a résumé l'étude sans détour. Elle démontre clairement que les ânes sont capables de modifier les écosystèmes d'une manière qui profite à d'autres espèces. Quand Lundgren a observé ce comportement pour la première fois en 2014, il n'y a lui-même pas cru. Il a cherché dans la littérature scientifique et n'a rien trouvé, aucune publication sur le fait que les ânes creusent des puits. Personne n'avait étudié cela, personne ne l'avait décrit. Un comportement qui existe manifestement depuis des milliers d'années et pas une seule étude scientifique à son sujet. Cela n'en dit pas long sur l'âne, cela en dit long sur nous, sur le peu d'intérêt que nous avons porté à cet être qui marche à nos côtés depuis 7 millénaires. Les chercheurs classent désormais les ânes aux côtés des castors. Les castors construisent des barrages et créent des retenues d'eau, les ânes creusent des puits et créent des oasis. Les uns comme les autres sont des ingénieurs d'écosystèmes, des espèces clés de voûte dont dépend la vie de dizaines d'autres. Je l'avoue, c'est l'une des découvertes qui m'a le plus marqué. L'âne n'est pas seulement un consommateur de ressources, c'est un créateur. Il ne fait pas que prélever dans la nature, il crée des ressources pour les autres. Il creuse de l'eau pour ceux qui ne savent pas creuser, il ouvre des sources de vie dans un désert mort. Un stoïcisme qui peut tuer. Il y a une autre raison pour laquelle nous comprenons si mal les ânes, ils cachent leur douleur. Un cheval souffrant le montre ouvertement, il boite, gémit, refuse d'avancer. L'âne, non. L'âne a évolué comme un animal du désert, où montrer sa faiblesse revient à inviter le prédateur. C'est pourquoi l'âne se tait quand il souffre, reste debout quand ses pattes lui font mal, mange quand il a la nausée, marche malgré une blessure. Son stoïcisme n'est pas une absence de sentiments, c'est un masque, une stratégie de survie qui, dans la nature, sauve des vies, et qui, dans le monde des humains, tue et... Parce que le propriétaire ne remarque pas que l'âne est malade avant que la maladie n'ait trop progressé. C'est précisément pour cette raison qu'a longtemps prévalu une croyance terrible. Que les ânes ressentiraient la douleur moins intensément que les chevaux, qu'ils auraient soi-disant un seuil de douleur plus élevé. C'est faux. Les ânes ressentent la douleur exactement de la même manière, ils la dissimulent simplement mieux. En 2020, un groupe de chercheurs a mis au point un outil spécifique, l'échelle des grimaces de l'âne, Donkey Grimace Scale. Ils ont identifié 10 paramètres faciaux qui se modifient lorsqu'un âne souffre. Oreilles plaquées ou rejetées en arrière, blanc de l'œil visible, regard vitreux, contraction de la région orbitaire, rondeur inhabituelle des yeux, tension des naseaux, plissement des yeux, tension du museau et posture corporelle anormale. 10 indicateurs, dont chacun est invisible pour un œil inexpérimenté, 10 signaux qui crient la douleur dans un langage que, pendant des millénaires, nous avons refusé d'apprendre. Cette étude n'est pas un caprice académique, c'est une tentative de sauver des vies parce que des ânes du monde entier souffrent en silence et meurent en silence, faute que nous sachions lire leur visage. Les vétérinaires mettent d'ailleurs en garde, n'utilisez jamais une pince à oreille sur un âne. Ce qui est acceptable chez le cheval devient, chez l'âne, une source de douleur intense. Les oreilles de l'âne ne sont pas seulement un organe auditif, c'est un instrument complexe, parcouru de terminaisons nerveuses. Les serrer revient à écraser les doigts de quelqu'un dans un étau. Une machine digestive parfaite, l'âne peut passer entre 14 et 18 heures par jour à mâcher. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une adaptation à la pauvreté de la végétation désertique. Si l'on prive un âne de la possibilité de mâcher, il se met à ronger les clôtures, les box, tout ce qu'il trouve à sa portée, non par méchanceté, mais parce que son organisme exige un mouvement continu des mâchoires. L'âne assimile jusqu'à 95% de ce qu'il mange,
un résultat fantastique pour un herbivore que la vache, à titre de comparaison, ne peut espérer égaler. L'âne se nourrit d'une végétation rêche, sèche, peu nutritive, celle-là même dont le cheval se détournerait, et en extrait le maximum. Son système digestif est un véritable réacteur biologique, peaufiné par des millions d'années de vie en situation de pénurie. C'est précisément pour cette raison qu'il ne faut jamais nourrir un âne comme un cheval. Des pâturages riches et des aliments trop caloriques mènent à l'obésité et aux maladies métaboliques. Le drame silencieux de Lady Ao. Parlons maintenant de ce dont on parle peu et dont il est douloureux de parler. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la planète compte aujourd'hui entre 44 et 53 millions d'ânes, dont 99% vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'Éthiopie en compte plus de 9 millions, suivi par le Soudan, le Pakistan, le Tchad. Les ânes peuvent être blancs, noirs, bruns, gris, parfois même rosâtres, unis ou tachetés. Leur diversité est étonnante, mais elle est menacée. Les ânes restent le principal moyen de transport pour 500 millions de personnes, 500 millions, soit davantage que la population entière de l'Union européenne. Pour ces gens, l'âne n'est ni un animal de compagnie, ni une curiosité exotique. C'est la possibilité de rapporter de l'eau du puits, d'amener les récoltes au marché, de conduire un enfant à l'école, d'atteindre un hôpital. Pour les femmes des zones rurales d'Afrique et d'Asie, l'âne représente littéralement la différence entre la vie et la simple survie. Et c'est là que commence une véritable catastrophe, l'Ejiao. L'Ejiao est un produit de la médecine traditionnelle chinoise, une gélatine obtenue par cuisson prolongée de peau d'âne, à laquelle on attribue des vertus curatives et rajeunissantes. La demande d'Ejiao en Chine ne cesse de croître. La production a augmenté d'environ 160% au cours des 5 dernières années. Selon les données de The Donkey Sanctuary et de l'Association vétérinaire mondiale, l'industrie de l'Ejiao nécessite entre 4,8 et 6 millions de peaux d'âne chaque année. Ce chiffre est difficile à saisir tant qu'on n'a pas compris ceci, on ne peut pas élever des ânes industriellement comme des poules ou des porcs. Une ânesse porte son petit entre 11 et 14 mois, presque autant qu'une femme, et ne donne en général qu'un seul petit par an. C'est une impasse biologique. La population des ânes ne peut tout simplement pas se renouveler à la vitesse à laquelle on les abat. Aucune ferme, aucune exploitation ne peut produire des ânes à l'échelle industrielle. Ce ne sont ni des poules pondant un œuf par jour, ni des truies mettant bas 10 porcelets à la fois. Résultat, la population d'ânes chinoise s'est effondrée de 76% depuis 1992, de 11 millions à moins de 2 millions aujourd'hui. Quand les ânes chinois se sont raréfiés, les négociants se sont tournés vers le reste du monde. Depuis 2007, la population d'ânes a chuté de 28% au Brésil, de 37% au Botswana, de 53% au Kirghizistan. Des ânes sont volés aux familles la nuit, abattus dans des abattoirs clandestins dépourvus de toute norme sanitaire et de tout contrôle. Ils sont transportés dans des conditions effroyables, sans eau, sans nourriture, entassés par dizaines dans des camions. Beaucoup meurent en route. Ânesses gestantes, ânons, animaux malades, rien n'est épargné. Des familles se réveillent le matin et découvrent que leur âne, leur moyen de transport, leur gagne-pain, leur assistant, a disparu, tué, dépouillé de sa peau. Honnêtement, cela paraît presque incroyable. J'ai dû vérifier ces chiffres à plusieurs reprises. Mais ce sont bien les données de l'Association vétérinaire mondiale, les rapports de The Donkey Sanctuary, un article publié dans la revue Science. En 2019, The Donkey Sanctuary a averti qu'à ce rythme d'abattage, la population mondiale d'ânes pourrait diminuer de moitié en 5 ans, la moitié de tous les ânes de la planète en 5 années à peine. Depuis 2015, l'Ouganda, la Tanzanie, le Botswana, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Nigeria et depuis 2022 le Brésil également ont interdit l'exportation d'ânes vers la Chine. Mais le marché noir continue de fonctionner et le commerce illégal prospère toujours. Et il y a encore autre chose. Vous vous souvenez de l'âne sauvage africain, l'ancêtre de tous les ânes domestiques, Equus africanus. Il n'en reste aujourd'hui plus de 600 individus à l'état sauvage sur toute la planète. Il vit en Érythrée et en Éthiopie. La sous-espèce nubienne a probablement déjà disparu. Elle a été observée pour la dernière fois dans les montagnes surplombant la mer Rouge, au Soudan, à la fin du XXe siècle.
Les principales menaces sont la concurrence avec le bétail domestique pour les pâturages, la chasse pour la viande et pour la médecine traditionnelle, ainsi que les croisements avec des ânes domestiques retournés à l'état sauvage, qui diluent le patrimoine génétique originel. Nous perdons l'ancêtre, nous perdons la source. Cet être vivant à partir duquel nous avons un jour créé notre fidèle compagnon disparaît, tandis que nous cuisinons de la gélatine avec la peau de ses descendants. Je l'avoue, ce fut pour moi la découverte la plus difficile de tout le travail sur cette vidéo. L'âne qui soigne, j'avais promis de ne pas m'arrêter en si mauvais chemin, et je tiens parole, car il existe une autre facette de l'âne qu'on ne peut passer sous silence. Les ânes soignent les humains, pas seulement par leur lait, même si celui-ci y contribue aussi. Les ânes soignent par leur simple présence. L'onothérapie, du latin ono, âne, est une approche de médiation animale dans laquelle les ânes jouent le rôle de cothérapeutes auprès de personnes présentant des troubles psychiques, émotionnels ou physiques. En 2023, des chercheurs italiens du centre neurologique IRCCS de Messine ont publié une étude sur des enfants atteints de dyslexie et d'autres troubles de l'apprentissage. Ceux ayant suivi un programme d'onothérapie ont montré une amélioration significative de leur estime de soi comparé à un groupe n'ayant reçu qu'une thérapie neuropsychologique standard. 16 patients, répartis en deux groupes, l'un avec des ânes, l'autre sans, le groupe accompagné d'ânes a obtenu de meilleurs résultats. Pourquoi précisément les ânes? Parce qu'ils sont des thérapeutes idéaux. Ils ne s'agitent pas comme des chiens, n'impressionnent pas par leur taille comme des chevaux. Ils sont lents, chaleureux, patients. Ils ne pressent pas, n'exigent rien. Ils se tiennent simplement là et attendent. Et l'enfant qui a peur du monde, qui ne fait pas confiance aux adultes, qui ne trouve pas les mots, cet enfant s'approche de l'âne, pose sa main sur son museau et quelque chose commence à changer en lui. Les chercheurs soulignent qu'au contact des ânes, les enfants privilégient davantage l'expression physique et non verbale que les mots. L'âne devient un pont vers un monde que l'enfant n'aurait pas pu franchir autrement. Des revues systématiques publiées en 2025 confirment que l'onothérapie contribue à améliorer la régulation émotionnelle, la communication, les interactions sociales et l'estime de soi chez les enfants présentant des troubles du développement. Chez les adultes, on observe des progrès en autonomie, en coordination motrice et en engagement social. Les données précises sur l'ampleur de ces effets restent encore difficiles à établir, les études sont de petite taille, les méthodologies varient, il n'existe pas encore de protocole standardisé, mais cette voie reste l'une des plus prometteuses en médiation animale. Chevaux et ânes font preuve d'un haut niveau d'intelligence émotionnelle. Ils sont capables de percevoir l'état émotionnel d'un être humain sans mots, ni commande, ni geste, par quelque chose que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Peut-être l'odeur des hormones de stress, peut-être de micro-mouvements du corps, mais l'âne sent quand un humain va mal et il s'approche. Non parce qu'on l'a dressé pour cela, mais parce que c'est dans sa nature. L'âne soigne en silence, avec patience, sans diplôme ni ordonnance, simplement en se tenant aux côtés de celui qui a besoin de calme et de chaleur. Le mulet, chef-d'œuvre irreproductible. Un chapitre à part dans l'histoire de l'âne concerne le mulet, croisement entre un âne mâle et une jument. Un animal qui hérite du meilleur de ses deux parents, la force et l'endurance de l'âne, la taille et la vitesse du cheval. Les sabots du mulet sont plus résistants et plus verticaux que ceux du cheval, mais plus grands que ceux de l'âne. Ses membres sont plus solides et moins sujets aux blessures. Sa robustesse est renforcée par la vigueur hybride et son endurance est légendaire. Le mulet est généralement stérile, une tragédie et une grandeur à la fois. Chaque mulet est une œuvre unique, impossible à copier, impossible à reproduire. On ne peut que le créer à nouveau, à chaque fois, en repartant de zéro. L'armée romaine utilisait les mulets comme principal moyen de transport pour ravitailler ses légions. Sans mulets, il n'y aurait pas eu de route romaine, car personne n'aurait pu transporter la pierre nécessaire à leur construction. L'armée américaine a employé des mulets lors des 2 guerres mondiales. Des milliers d'entre eux ont porté des munitions, de la nourriture et des médicaments sur les sentiers montagneux d'Italie et de Birmanie. En Afghanistan, des mulets ont transporté des charges sur des chemins de montagne où aucun véhicule ne pouvait passer. Le XXIe siècle, navigation par satellite, drone, et pourtant, dans les montagnes, ce sont toujours des descendants de l'âne qui portent les charges.
Voici une question pour vous. Saviez-vous que le mulet n'est pas une race, mais un hybride qu'il faut recréer à chaque fois et que chaque mulet de l'histoire est unique en son genre? Dites-moi en commentaire si vous le saviez. Le miroir que nous tend l'âne 7000 ans. Depuis 7000 ans, l'âne marche à côté de l'homme, pas devant lui, à côté de lui, ni à sa place, mais avec lui. Il a porté nos charges, bâti nos routes, nous a abreuvés de son lait, protégé nos troupeaux, conduit nos pharaons vers leur dernier voyage, creusé des puits auxquels ont bu des créatures que nous ne verrons jamais. Et nous avons fait de lui le symbole de la bêtise, l'insulte la plus courante dans de nombreuses langues. Âne, mulet, synonyme de sot. Nous ne comprenons pas l'âne parce que nous le jugeons à notre propre aune, selon nos standards d'obéissance, de rapidité, de soumission. L'âne ne se soumet pas aveuglément et nous le disons têtu. Il ne court pas et nous le disons paresseux. Il n'exécute pas les ordres et nous le disons stupide. Mais il pense, il décide, il se souvient, il aime, il pleure ses pertes, il protège, il crée. Ce n'est peut-être pas la faute de l'âne, c'est peut-être la nôtre, à confondre l'obéissance avec l'intelligence, la vitesse avec l'efficacité, le silence avec le vide, la patience avec la faiblesse. L'âne se tait, mais il se souvient pendant 25 ans. L'âne s'arrête, mais il voit un danger que nous ne remarquons pas. L'âne ne court pas, parce que courir n'a aucun sens quand on ne sait pas où aller. L'âne creuse des puits dans le désert le plus mort, et de ces puits boivent 57 espèces différentes. L'âne cache sa douleur, et nous prenons son silence pour de l'absence de sentiment. Il creuse de l'eau pour ceux qui ne savent pas creuser. Il protège des troupeaux incapables de se défendre seuls. Il porte des charges sur des chemins qu'aucune voiture ne pourrait emprunter. Il soigne des enfants que les médecins ne peuvent guérir. Il se souvient de ceux qui l'ont oublié. 60 millions d'années d'évolution, 7000 ans de domestication, 500 millions d'humains qui dépendent de lui aujourd'hui et 600 ancêtres sauvages qui errent encore dans les montagnes d'Érythrée. Dernier témoin de ce monde d'où il nous est venu. Peut-être qu'un jour, si nous devenons un peu plus sages, nous regarderons l'âne et n'y verrons plus une caricature, ni une victime, ni un simple outil, mais un miroir. Un miroir silencieux, patient, ancestral, qui reflète ce qui nous fait aujourd'hui si désespérément défaut, la capacité de s'arrêter, de réfléchir et de ne pas commettre de bêtises seulement parce que tout le monde autour de nous court. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, un pouce bleu serait très apprécié. Abonnez-vous à la chaîne Planète Sauvage. La prochaine vidéo va, à coup sûr, vous surprendre. À bientôt.